L'entreprise responsable est un thème phare du monde actuel des affaires. De plus en plus, les investisseurs évaluent les pratiques des entreprises en matière sociale, environnementale et de gouvernance. Le gouverneur de la Banque de la Grande-Bretagne, Mark Carney, qui fut aussi gouverneur de la Banque du Canada, a indiqué cette semaine que les entreprises qui ne se décarboniseraient pas allaient disparaître. La question n'est plus de savoir si les entreprises doivent adopter des pratiques responsables, mais plutôt comment elles peuvent y parvenir. Les entreprises qui ont des pratiques responsables sont-elles profitables? Comment les mettre en place? Comment évaluer les progrès? Quel est le rôle du conseil d'administration? Ce ne sont que des exemples de questions que je poserai à mes 10 invités de la France et du Québec. Alors, bonjour à tous, je me présente, je suis Emmanuelle Letourneau, je suis organisatrice et animatrice de cette conférence. Alors, pourquoi moi, qui est spécialiste de la gouvernance, m'intéresse à la responsabilité sociale des entreprises? Il y a évidemment un lien entre les deux. Avec l'éclosion de la responsabilité sociale des entreprises, c'est le devoir de prudence et de diligence des administrateurs qui se modifie, qui se redéfinit. Et Maître Tchotounian, ici présent, qui va s'adresser à vous tout à l'heure, a d'ailleurs écrit un livre sur le sujet. Change aussi la légitimité des attentes des parties prenantes de l'entreprise, ainsi autres que les actionnaires. On parle des employés, des communautés, des fournisseurs, pour ne nommer que quelques parties prenantes. Pression des investisseurs, changement de législation, volonté des entreprises, pression de plus en plus forte de la société civile. Il n'y avait qu'à penser aux manifestations du 27 septembre dernier à travers le monde et 1,5 million seulement à Montréal. Les indicateurs sont ouverts, et j'adore mon jeu de mots, pour la prise en compte du développement durable par les conseils d'administration. 10 conférenciers nous honorent de leur présence aujourd'hui, Français et Québécois, dans une perspective transatlantique. 4 présentations à travers lesquelles nous établirons un fil conducteur. Parce que je crois en la science, et nous y croyons tous, n'est-ce pas? Nous allons commencer par planter le décor avec 2 chercheurs universitaires qui consacrent leurs travaux à la gouvernance et à la responsabilité sociale des entreprises. Une fois ce socle solidement établi, nous passerons aux investisseurs institutionnels qui discuteront de leur influence dans le développement durable des entreprises dans lesquelles ils investissent. Dans un troisième temps, il sera question d'intégration des facteurs ESG par l'entreprise pour, dans un quatrième temps, terminer par une discussion sur la réglementation et la finance durable. Bien, il y a une étude qui a été faite par Ioannou et Séraphin, donc des 2 chercheurs, un de London Business School, Ioannou, et Chang et Séraphin sont de Harvard. Ils ont fait une étude extensive qui montre que les entreprises responsables, donc je fais un résumé, ont un meilleur accès au capital dû à 2 choses. Ces entreprises-là tendent à être plus transparentes. Donc, ils font des divulgations qui sont plus complètes et plus transparentes. Et aussi, elles sont plus profitables que d'autres types d'entreprises qui sont moins socialement responsables. Donc, la question qu'on s'est longtemps posée, est-ce qu'il y a une dichotomie, est-ce qu'il y a un conflit entre avoir du rendement pour les actionnaires et être responsable socialement? Parce qu'être responsable socialement, évidemment, ça coûte des sous. Donc, il faut investir, il faut penser long terme. Et cette étude-là, qui est quand même assez récente, 2014, le montre. Donc, c'est une autre bonne raison d'être responsable socialement. Les entreprises socialement responsables ont plus tendance à être suivies par les analystes financiers. Et de par le rôle des analystes financiers, ces entreprises, en fait, disposent d'une asymétrie d'information plus faible. Donc, si on combine ces 2 éléments, c'est-à-dire asymétrie d'information comme un déterminant essentiel de la structure financière et effet négatif de la performance sociale sur l'asymétrie d'information, on devrait s'attendre à ce que les entreprises dites socialement responsables, c'est-à-dire affichant une performance sociale élevée, ces entreprises-là devraient avoir moins de difficultés à émettre des actions que les autres. Ce que j'ai pu vérifier à travers des tests statistiques, c'est que les entreprises socialement responsables semblent avoir des ratios d'endettement plus faibles que les autres entreprises. Ces entreprises-là également émettent des actions plus fréquemment que les autres.
et pour des plus gros montants. Donc on voit qu'une performance sociale élevée semble faciliter en fait l'accès à l'émission d'actions comme moyen de financement. Depuis 15 ans, ce sont les PME québécoises, donc je dirais de 5 millions de chiffre d'affaires à 200-300 millions de chiffre d'affaires. Donc puis ce qui est le tissu économique du Québec, en fait, c'est la PME. Donc c'est vraiment avec ces entreprises-là que je travaille. Antoine? Bonjour Emmanuel, bonjour. Concernant Ciparex, c'est un investisseur en France qui investit en bon français de la start-up jusqu'à la moyenne entreprise avec différentes équipes. Et moi, je suis dans les équipes assez semblables à celle de Geneviève, donc qui finançons plutôt de la moyenne entreprise. On va dire des entreprises, on raisonne beaucoup en termes de revenus en France, qui font entre 15 et 500 millions de dollars de revenus et qui peuvent avoir entre quelques dizaines, il faut plutôt peut-être raisonner en effectif quand on parle de ESG, qui peuvent avoir entre quelques dizaines jusqu'à peut-être 2000 personnes dans leurs effectifs. Et Audrey? Bien, mon rôle est peut-être un petit peu différent de celui de mes co-panélistes aujourd'hui. Donc, nous, on a un rôle de soutien aux équipes d'investissement. Ce n'est pas nous qui faisons directement les transactions financières, mais je peux vous dire, au fond, on accompagne les équipes d'investissement qui sont alignées finalement à notre mission. Donc, on parle effectivement des PME, des entreprises partenaires sur le territoire ici au Québec. Mais on a aussi un portefeuille placement pour lequel c'est aussi important de mettre en place une stratégie d'investissement responsable. Donc, on travaille un petit peu dans les deux portefeuilles, finalement. Bonjour, pardon. En ce qui me concerne, j'investis essentiellement dans des startups, donc des jeunes sociétés innovantes qui sont dans des domaines des sciences de la vie, du numérique et également des écotechnologies. On gère à peu près 800 millions d'euros pour investir dans ces sociétés. Peut-être, si je peux me permettre, ce qu'on n'a pas dit, et je ne sais pas si c'est une évidence ou pas, mais il s'agit pour l'essentiel quand même d'entreprises qui sont privées. Et donc, parce qu'on a parlé d'entreprises qui pouvaient être publiques dans la présentation d'avant. Donc, le fait que ce soit privé peut indiquer aussi, quand on arrive en tant qu'investisseur, une moindre maturité maturité, soit péjoratif, le terme moindre maturité, mais en termes de compréhension et de bonne appréhension des sujets ESG. Donc, quelquefois, on arrive dans des sujets qui sont complètement vierges dans la matière. Oui, absolument. Donc, il n'y a pas d'analystes qui suivent ces entreprises-là. Il n'y a pas de règles. Les médias les suivent moins, même si ces entreprises-là sont le tissu social de maintenant et de demain pour les jeunes pousses, comme il faut dire, apparemment. Et ça m'amène à une première question. Merci Antoine d'avoir mis la table. Vos organisations ont toutes signé soit les principes d'investissement durable, les PRI de l'ONU, soit encore la charte d'engagement des investisseurs pour la croissance de France Investissement, qui est notre équivalent de Réseau Capital. Alors, qu'est-ce qui vous pousse à adopter de telles pratiques? Vous n'êtes pas obligé. C'est les parties prenantes, en fait. Nos parties prenantes, qui sont nos actionnaires, qui sont les gouvernements et tout ça, nous poussent à avoir ce type de pratique. Vous disiez qu'on n'était pas obligé. On l'est un peu de fait quand même obligé, et sans regret et avec plaisir, mais on gère tous à des degrés divers de l'argent qui vient de commanditaires, et plus le système des fonds de l'investissement s'internationalise, plus on a des commanditaires exigeants. Et autant il y a 10 ans ou il y a 15 ans, on pouvait ne pas aborder spontanément des sujets ESG. Alors, les investisseurs le faisaient ou pas selon leur degré d'avancement sur les sujets. Autant aujourd'hui, enfin, Ciparex, on va chercher des investisseurs, beaucoup en Europe, mais d'autres investisseurs internationaux. Faire l'impasse sur les critères ESG quand on fait une levée de fonds, impossible. On ne lève pas un centime sans aborder ces sujets-là. Alors, il y a spontanément quelques catégories d'investisseurs qui peuvent être moins exigeantes en la matière, mais tous les investisseurs institutionnels le sont de plus en plus. Donc, numéro 1, évaluation de l'acceptabilité sociale.
Ensuite, la deuxième phase, c'est d'évaluer, on fait un bilan social finalement des pratiques de nos entreprises. Puis, il faut savoir que si on décide de ne pas aller de l'avant avec un investissement, ça va généralement se faire à la première étape, à l'étape d'acceptabilité sociale. Une fois qu'on est rendu au bilan social, il y a déjà beaucoup d'énergie qui a été déployée dans l'analyse du dossier, dans l'établissement d'une relation avec l'entrepreneur. Puis là, c'est de voir est-ce qu'il y a des zones, par exemple, qui bénéficieraient à être améliorées, des plans qui pourraient être mis en place, puis tout ça. Les critères qui sont regardés sont variés. C'est beaucoup des critères sociaux. On est en train de regarder avec un collègue qui est présent ici s'il n'y aurait pas moyen d'inclure des variables environnementales à ces bilans sociaux-là. Mais on va parler, par exemple, de relations entre les travailleurs et les entrepreneurs. On va regarder le taux de mobilisation du personnel, les programmes de santé et sécurité qui sont déployés au sein de l'entreprise. Fait que c'est le genre de variables qui sont analysées. À la Caisse des dépôts où je suis depuis 3 semaines, j'ai été super impressionnée de voir que l'empreinte carbone est calculée pour tous les investissements. Donc, il y a un objectif de le réduire de 10 %. Donc, ça, c'est évidemment, quand on parle de l'environnemental, c'est plus facile à mesurer que d'autres éléments. Et on est rendu ailleurs, là. Vraiment, on ne peut plus juste parler de BAYA. Et je suis très d'accord avec les autres conférenciers qui disaient que ça donne un edge, ça donne un avantage aux entreprises d'être socialement responsables. Je pense que comme investisseur responsable, on a envie de s'associer. Et puis, c'est une mesure de réduction de risque pour les investisseurs. Une des conclusions, c'était dans sa présentation de dire que les entreprises socialement responsables émettaient plus facilement des actions. Le corollaire ou la conséquence ou le parallèle de ça dans les entreprises privées, c'est des entreprises socialement responsables ont une meilleure valorisation. On les valorise mieux. Et donc ça, c'est à la sortie ce qu'on en attend. Mais donc du coup, on est très attentif au moment de l'investissement sur leur comportement en matière de RSE, de ESG. Et ça rejoint tout ce qui s'est dit. De plus en plus de secteurs qui sont considérés interdits, comme citait François, des diligences de plus en plus complètes quand on fait avant l'opération. Et puis des engagements pris par les managers, les dirigeants d'entreprise dans la convention d'associés. Les investisseurs demandent d'avoir un représentant au conseil d'administration. Dans les entreprises moins matures, est-ce que c'est l'investisseur qui y va ou vous avez un administrateur externe? Alors, il y a plusieurs choses. Alors, encore une fois, c'est particulier. Nous, on investit dans des très jeunes sociétés. Donc, on demande toujours à être dans la gouvernance. Et très souvent, ce sont les investisseurs eux-mêmes qui sont dans la gouvernance. Par contre, quand l'entreprise grandit, on tend à vouloir agrandir ce conseil d'administration, de faire venir de plus en plus d'administrateurs indépendants. Et là, soit on passe la main et on nomme un administrateur indépendant à notre place, ou bien on ajoute des membres du conseil d'administration qui sont des administrateurs indépendants de nos structures, mais également qui apportent une valeur ajoutée à l'entreprise, c'est-à-dire une expertise, une connaissance particulière, des choses comme ça. Il faut faire évoluer un petit peu la façon dont on voit l'investissement ou la finance. Donc, par exemple, si on parle d'une stratégie sur la transition juste, il y a plusieurs directeurs à l'investissement ou gestionnaires de portefeuille qui peuvent voir ça comme une contrainte additionnelle. Donc, on réduit l'univers d'investissement, alors que moi, je le vois plus comme une transition. Donc, il y a certaines choses qu'on ne fera plus, mais il y a des opportunités qui vont se créer. Puis là où la finance peut-être va être différente dans les prochaines années, c'est que les investisseurs vont être appelés à avoir un rôle qui est plus actif, donc moins passif. On va moins dire on saisit une opportunité, mais on construit une opportunité d'investissement. Donc, comment qu'on fait pour mettre la table les investisseurs pour faire faciliter finalement l'émergence de ces opportunités-là? C'est par plein de choses, notamment en engageant les gouvernements, en faisant avancer la politique publique pour que des opportunités d'investissement qui sont peut-être différentes puissent émerger puis qu'on puisse les financer. Donc, je pense que c'est l'évolution finalement de la finance à laquelle on va assister dans les prochaines années. Bonjour à tous, ça me fait très plaisir d'être ici. Comment choisir les facteurs ESG? Je pense qu'il y a un premier facteur, c'est d'abord comprendre le contexte de l'entreprise et puis les liens entre eux. Audrey l'a bien présenté, je pense que l'important, c'est pas d'être bon sur un
un de ces critères, forcément, c'est vraiment la vue d'ensemble. Dans cette vue d'ensemble, il y a le contexte sectoriel, je pense, qui est clé. Et puis, notamment, SASB, aux États-Unis, fournit justement un exemple de grille d'analyse avec des enjeux qui sont peut-être plus critiques dans des secteurs. Quand on pense secteur manufacturier, secteur minier, ce n'est pas du tout les mêmes enjeux que pour une institution comme la nôtre, une institution financière. Donc il y a cette notion de compréhension du secteur d'activité et des priorités. Ensuite, c'est je pense, du point de vue d'une institution financière comme nous, c'est de voir quand même les impacts financiers matériels. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas tout regarder à la fois. Et cette notion de priorisation est clé, à mon avis. Comment on le fait? On regarde des enjeux de marché, on regarde également les attentes des parties prenantes. Vous le savez, ça va de groupes de pression, ça va de sondages. Certaines entreprises vont réaliser des sondages ou des consultations de parties prenantes pour comprendre un peu ces attentes. Parfois, il y a même des outils qui aident à classer un peu cette matérialité, cette importance. On parle de ces matrices de matérialité. On regarde, est-ce que c'est important pour l'entreprise? Est-ce que c'est important pour les parties prenantes? Et puis le dernier point aussi qui peut donner des indications de comment sélectionner, ce sont les grilles externes, les référentiels. Donc j'ai mentionné SASB, mais on peut penser à la GRI, la Global Reporting Initiative, qui au départ est venue avec un cadre global, mais après s'est rendu compte qu'il fallait faire des précisions sectorielles et qui donc fournit un certain nombre d'indicateurs plus clés par secteur. Et ce sont des bons points de départ. Et puis, il y a 2 ans, à chaque fois qu'on parlait d'entreprise, on disait tout le temps, les investisseurs ne nous posent pas de questions sur le ESG, c'est jamais présent dans les réunions. Et là, cette année, lorsqu'on parle aux entreprises, elles nous disent toutes, tout le monde nous pose des questions sur le ESG, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on répond. Et nous, notre message, c'est justement de dire, attendez pas à ce qu'un investisseur arrive et vous pose une question, soyez proactifs, identifiez vos enjeux, comprenez ce que vous avez à dire dessus, puis après, ayez cette communication-là de façon plus proactive. Et puis, souvent aussi, un des enjeux, c'est que les entreprises, lorsqu'on justement on va à la PME, les entreprises ne réalisent pas souvent en fait qu'elles gèrent déjà des enjeux ESG. C'est juste qu'elles n'ont jamais mis le label ESG à côté de l'enjeu. De dire qu'on fait de la bonne gestion de son capital humain, c'est un enjeu ESG. De dire qu'on réussit à bien aller chercher ses ressources ou son approvisionnement, c'est un enjeu ESG. Et donc, c'est de juste réaliser que finalement, si on a une entreprise qui se gère bien, ça fonctionne bien, bien probablement que finalement, on le fait déjà. Donc, allons l'identifier. Puis après, la reddition peut être très simple. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose de très compliqué. Le but, c'est de rendre ça au moins dans le public pour que les marchés puissent le prendre en compte dans leur évaluation et puissent le prendre en compte aussi avant justement d'aller engager un dialogue. Il y a différents référentiels qui existent aujourd'hui dans le marché, ce qui est super. Ça permet un peu de structurer, ça permet de comprendre c'est quoi le minimum nécessaire avant d'aller plus loin. C'est aussi de comprendre que c'est une notion de progrès continu. Il ne faut pas avoir besoin d'avoir la réponse à toutes les questions avant d'être capable de rendre quelque chose de public, mais de bien communiquer que c'est un progrès continu, qu'on a fait un cheminement, on a identifié nos enjeux. L'année prochaine, on veut être capable de sortir un plan de gestion. L'année d'après, on veut être capable de sortir des indicateurs et ainsi de suite. Je pense déjà juste de dire que, reconnaître que la pénurie de main-d'œuvre est un critère ESG, c'est essentiel. C'est un enjeu qui affecte tous les secteurs. Premièrement, on pourrait quasiment dire que c'est un enjeu systémique au Québec. Puis c'est de le reconnaître et ensuite d'être capable de se développer un plan d'action et de mettre les bons indicateurs derrière pour mesurer si notre plan d'action est effectif. Et puis, inversement, je pense que d'être en mesure de démontrer qu'on fait une bonne gestion de son entreprise, qu'on a bien compris ses enjeux, que la gestion de l'entreprise va au-delà de la création d'une valeur financière, si on veut, peut être un moyen aussi de justement, peut être une stratégie de recrutement au final pour assurer qu'on va chercher le bon talent, qu'on attire le bon talent et qu'on le retient. Puis là, ça vient rentrer dans tous les sujets aussi de la nouvelle génération qui finalement a des nouvelles attentes, je pense, on parle des entreprises. Et ça rentre aussi un peu dans toutes les questions de la raison d'être au final de l'entreprise. On parle beaucoup de purpose. Je pense qu'il faut quand même faire une distinction entre l'ESG où l'idée c'est vraiment de dire est-ce qu'on a identifié nos bons risques d'entreprise. Le purpose c'est d'aller vraiment au-delà, puis c'est de dire qu'on a vraiment des valeurs auxquelles on travaille. Mais je pense que ça rentre un peu tout dans cette bulle-là qu'on essaie de percer justement.
Je pense que les critères ESG, c'est un élément qui vient alimenter et puis donner corps un peu aux valeurs d'une entreprise, en montrant un peu quelles sont ses priorités. Donc, dans le choix pour une entreprise, les critères ESG, il y a le reflet de ses valeurs. Évidemment. À un moment donné, si on continue à financer tous les projets et à investir, ben on n'arrivera pas à atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Donc, à un moment donné, il va falloir départager des projets qui sont plus agressifs sur le plan environnemental, moins nocifs sur le plan environnemental, puis départager. Puis moi, j'imagine quand on départage qu'il y a des deals qui ne se feront plus. Donc, l'allocation des capitaux, une des missions de la finance, c'est d'allouer les capitaux. Mais là, on voit les investisseurs avoir un impact, mais je ne pense pas qu'on voit encore les financeurs traditionnels du côté canadien avoir un impact. Du côté européen, c'est différent. C'est sûr que la question d'investir pour changer ou bien de désinvestir, parce que ça fait quelques années qu'on parle de désinvestissement, mais on voit bien que le désinvestissement a un peu cédé la place à un dialogue qui est devenu un engagement actionnarial, où on voit bien qu'il y a de plus en plus d'investisseurs institutionnels qui portent le flambeau des propositions actionnariales, des questions en assemblée. On le voit, c'est relayé dans la presse. Donc effectivement, on est passé d'un désinvestissement qui, finalement, on n'a peut-être pas abandonné le désinvestissement, mais on en parle moins, au contraire, pour un investissement pour faire changer les choses. On a fait des choses, puis là, on commence à s'interroger sur les retombées, l'efficacité de ces choses-là, en fait. Et c'est là qu'on voit pourquoi la terminologie « impact » est si importante, c'est un buzz. Parce que là, on commence à se déplacer sur en bon québécois, le « qu'est-ce ça donne ». Je vous l'expliquerai après en français. Qu'est-ce que ça donne? Mais là, on a vu l'adoption par les Nations unies des objectifs de développement durable de la planète. Donc, 17 objectifs, ça a été adopté en 2015 et ça fait les manchettes. Mais je le mets dans le futur parce que ça commence peut-être un peu plus maintenant à avoir des retombées parce qu'elle est pris en compte par les entreprises, mais ça sera de plus en plus pris en compte par les financiers aussi qui commencent à s'intéresser à la chose. Et on voit qu'encore là, les Européens sont en avance parce qu'il y a des joueurs qui ont commencé déjà à intégrer ce qu'on appelle le Green Factor. Green Factor, Brown Factor, pensez à des conditions de financement plus alléchantes pour des projets à caractère environnemental, le Green Weighting Factor, et des conditions de financement moins alléchantes quand c'est un projet polluant, puis après ça, vous essayerez de départir entre les deux, qu'est-ce qui pourrait être de la transition. Ce qu'on peut conclure, c'est qu'on est des acteurs du changement. Il faut pousser soit par vos études universitaires, d'aller chercher les angles, de faire des études sur les angles qui manquent, d'aller plus loin que les études actuelles, ceux qui sont dans les praticiens, d'intégrer les facteurs ESG, d'éduquer les entreprises, ceux qui sont chez le régulateur, de combler les écarts qu'il manque sur le marché, de continuer à éduquer, c'est votre mission. Alors, c'est un mouvement qui doit être de plus en plus cohérent, concerté, et puis je serais heureuse si la présidente de conférence a pu mettre quelques gouttes d'eau dans ce vase. Merci à tous de vous être déplacés depuis la France, depuis le Québec, depuis Montréal, peu importe. Merci beaucoup et bon cocktail.